Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. On manque toujours de chaussettes. Noël vient de passer et je n'en ai même pas eu une seule paire. Les gens s'obstinent à m'offrir des livres. Peut-être avez-vous reconnu cette citation du célèbre Albus Dumbledore, issue du premier tome de la non moins célèbre série littérature jeunesse Harry Potter. Mais à Dialogue, il faut bien le dire, on préfère tout de même les livres aux chaussettes. Et on déborde d'idées d'ouvrages à glisser sous le sapin. Dans cet épisode, nous vous livrons donc pas moins de 11 conseils. Des bandes dessinées, des romans, des essais, des livres d'art, sélectionnés par nos libraires Adeline, Nicolas, Mégane, Laure, Marion et Julien. Des livres à offrir, à s'offrir peut-être, et à lire bien sûr. C'est parti ? On commence par un tour au rayon BD. Adeline et Nicolas nous parlent tout de suite de 4 de leurs coups de cœur. Je commence par un petit coffret, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas proposé de Calvin et Hobbes en guise de coup de cœur pour la fin d'année. Les éditions françaises de Calvin et Hobbes ne respectaient pas franchement l'œuvre originale. Là, il y a une petite intégrale qui sort pour la fin d'année, avec 2 albums dans le format strips originel. Calvin et Hobbes, pour ceux qui ne connaissent pas cette grande œuvre de Bill Watterson, Grand Prix d'Angoulême quand même. C'est de la bande dessinée d'humour, mais pas que, qui fait un peu cogiter. Si vous aimez Mafalda, si vous aimez les Peanuts, si vous aimez Pic au Boc, vous aimerez forcément Calvin et Hobbes. Un petit garçon avec des réflexions très piquantes et acérées sur le monde des adultes qui ne comprend pas forcément. Ce petit coffret, pour moi ça se glisse sous le sapin, ça s'offre à des copains, ça se met dans les mains des enfants si on a envie de les faire réfléchir un petit peu sur le monde des grands. Il y aura 7 volumes, on commence avec les livres 1 et 2 qui reprennent une bonne première partie de l'œuvre de Watterson. Pour moi c'est un cadeau de Noël idéal et si quelqu'un m'écoute et ne sait pas quoi m'offrir, vous y penserez. Je vais vous parler de 2 petits titres sympas à proposer en cadeau pour la fin d'année. Je vais commencer par un nouveau guide de Lille qui change un petit peu de ses précédents albums, puisque d'habitude on est sur des BD un peu reportages, pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur notamment des Chroniques de Jérusalem et puis d'autres titres. Et là il s'attaque au portrait d'un grand photographe que je connais plutôt bien, mais j'ignorais toute sa vie tumultueuse, je connaissais surtout son travail. Son titre c'est Pour une fraction de seconde. C'est un titre qui est publié chez Delcourt, qui m'a beaucoup plu parce que justement ce contraste entre la vie qu'il mène et puis cette discipline qui demande beaucoup de rigueur et tout ça m'a étonné. Et voilà. C'est un récit très enlevé. Lui donc est un des précurseurs du cinéma, puisqu'on lui doit des grandes séries de photos sur les chevaux en mouvement, les corps en mouvement, tout ça. Et va devoir un peu son salut artistique à un mécène qui fait fortune dans les voies de chemin de fer, mais qui est une espèce de mafieux. Enfin, donc lui, il a une vie incroyable. C'est une belle surprise là, de cette rentrée. Donc je vous conseille vivement. C'est à la fois une BD sur la photographie, bien sûr, mais du coup aussi sur cet homme particulier. Du coup, voilà. Donc j'espère que ça ravira autant de lecteurs que moi, ça m'a ravi. Et le photographe dont il est question dans cette bande dessinée, c'est Edward Muybridge. Je vais vous proposer un autre titre qui m'a énormément plu aussi, que je connaissais par ailleurs, puisqu'il s'agit plutôt d'une compilation, là, pour le coup, de Blutch et Capron, qui s'appelle donc Rancho Bravo, qui était publié au préalable dans Fluide Glacial, qui sont des petites chroniques. On reste dans l'Ouest américain, là, mais du western, mais décalé. Donc là, vous avez dans ce Rancho Bravo, là, édité chez Cornelius, une petite douzaine, en gros, de petites nouvelles sur l'Ouest américain, sur le Far West,
avec un humour assez décapant, un noir et blanc juste un peu teinté de sépia là, qui crée une petite ambiance un peu pas surannée, mais il y a un petit truc, mais en même temps il y a un décalage avec le propos très vif, vraiment à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Puis moi c'est toujours un plaisir de me replonger dans l'œuvre de Blutch, qui est un auteur que j'affectionne particulièrement, donc là pareil, ça peut être la petite touche humoristique un peu grinçante pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. J'ai envie de vous conseiller une bande dessinée d'Aude Mermillot, qui est une autrice dont j'admire énormément le travail, qui s'est beaucoup attachée à parler du corps féminin sous plein d'aspects différents. Elle avait notamment adapté Le cœur des femmes de Martin Winkler sur le soin et les violences gynécologiques. Dans son dernier album, Éclore, elle parle vraiment d'elle. C'est un petit parcours au fil de ses BD, on sent qu'on va de plus en plus vers de l'autobiographique. Éclore, le titre est parfaitement choisi. C'est le parcours d'une femme dans ses relations amoureuses, sexuelles. C'est son éveil à la sensualité, à différentes relations. C'est se réparer aussi après des violences. Et c'est à la fois très universel, très personnel. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'est perturbant, mais de la meilleure des manières. C'est d'une beauté incroyable graphiquement, avec vraiment ce personnage féminin qu'on voit grandir, s'ouvrir, s'épanouir, avancer dans la vie. On a envie de la suivre sur son chemin. Ça résonne forcément de plein de manières. C'est un album très touchant et que je ne peux que vous encourager à ouvrir. À présent, nous descendons au rez-de-chaussée de la librairie pour retrouver Mégane, notre libraire du rayon science-fiction et fantasy. Elle nous invite à découvrir 2 premiers tomes de séries à ne pas manquer. Le Grand Camp, écrit par Alan Moore. Là, on est sur un premier tome d'une série de 5 livres qui va nous embarquer à Londres dans les années 50. On va suivre un jeune homme qui voudrait être écrivain et qui travaille dans une librairie. Un jour, sa patronne l'envoie chercher un livre un petit peu étrange chez un bibliophile, mais un livre qui ne peut exister. C'est un livre un petit peu étrange qui existe dans un autre Londres, dans un Londres un petit peu alternatif, un Londres magique, où il y a donc des sorciers, mais aussi des monstres dangereux, sanguinaires. Donc voilà, un univers qui est très très chouette, très prenant. Et on va suivre donc ce jeune homme qui va se retrouver au cœur d'événements assez explosifs, entre ces 2 Londres, entre ces 2 versions de Londres. Et voilà, pas mal de personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure aussi. Donc voilà, quelque chose qui est vraiment très très prometteur pour la suite. Terra Ignota, le premier tome trop semblable à l'éclair de Ada Palmer. Là, on parle plus sur de la science-fiction. Donc là, pareil, un premier tome d'une série de 5. Donc le premier vient de paraître en poche. Et dans celui-ci, donc on est pas sur Terre, mais autour. Les humains se sont regroupés dans des sortes de stations en orbite autour de la Terre. Et du coup, il y a 7 groupes. Donc cette station qui s'appelle les ruches. Chacune a vraiment son utilité. Et voilà, on vit dans un monde un peu utopique, tout se passe bien. Sauf que, ce serait pas drôle sinon. Il y a un vol de la liste des 10 personnes les plus influentes du monde. Et à partir de là, tout va un petit peu s'effondrer. Donc on va suivre un petit peu tout ça, notamment un homme, Mycroft Canner, qui est condamné, mais qui était le confident justement de ces personnes qui sont sur la liste et qui les connaît très bien, donc qui va pouvoir peut-être aider à résoudre ce fameux vol. Donc voilà, quelque chose de très prenant. Un conseil en littérature blanche maintenant.
Notre libraire Laure nous présente La Petite Bonne de Bérénice Pichat, publiée aux éditions Les Avrils. La Petite Bonne est un roman d'une beauté singulière. Nous sommes au milieu des années 30, dans une maison bourgeoise parisienne où vit Blaise et Alexandrine, un couple reclus. Lui est un rescapé de la Grande Guerre. C'est une gueule cassée. Son corps est mutilé, il est devenu un être inachevé qui n'a plus de mains ni de jambes. Sa femme, elle, est un être dévoué et aimant, qui a renoncé à ses désirs et à une vie sociale pour s'occuper pleinement de lui. Jusqu'au jour où son mari la pousse à partir chez des amis le temps d'un week-end. Une distance nécessaire, ils en ont besoin tous les deux. Alors ils font appel à leur petite bonne, afin qu'elle s'occupe de Blaise pendant l'absence d'Alexandrine, qui durera alors 3 jours. 3 jours qui seront riches, intenses, émouvants. Dans un huis clos magnétique, la jeune domestique et son maître apprennent à cohabiter. D'abord ils se jaugent, puis s'apprivoisent, malgré l'esprit amer de Blaise. Car en effet Blaise souffre, il souffre de vivre ainsi et souhaite en finir. La petite bonne est celle qui pourra peut-être l'aider à arriver à ses fins. Mais elle lutte à sa demande, et dans sa lutte, elle insuffle de la vie. Leur duo est tout simplement magnifique et touchant, sublimé par l'écriture ô combien originale. En effet, l'auteur alterne des passages en vers libre et des passages en prose. Les vers libres sont associés à la voix de la petite bonne, tandis que ceux en prose portent les voix de Blaise et Alexandrine. Cette structure narrative accompagne finement la psyché des personnages, donne du rythme à la lecture, apporte une musicalité et une poésie à l'histoire véritablement prenante. Et aussi pertinente par les thèmes qu'elle aborde, dont celui du corps et de la fin de vie. Un énorme coup de cœur de ma collègue Nolwenn et de moi-même. Il y a parfois des livres qui nous ouvrent tout un pan de connaissances et modifient notre regard. C'est le cas de Pour un spatioféminisme, coup de cœur de notre libraire Marion. Alors, le livre que je recommande d'offrir pour ce Noël à tout le monde, mais vraiment tout le monde, c'est le livre de Nephthys Vert qui s'appelle Pour un spatioféminisme. C'est déjà un très bel objet, vous ne le voyez pas, mais c'est un livre chez La Découverte qui est un grand format, mais pas très cher, seulement à 22 € et qui est très très bien illustré. Il y a des graphiques, des photos et qui vont vraiment illustrer le propos de Nephthys Vert. Alors, qui est Nephthys Vert ? C'est une cartographe qui s'intéresse à tout ce qui est politique dans la géographie. Et là, son sujet, donc le spatioféminisme, elle s'interroge en fait sur notre rapport genré à l'espace. Comment est-ce que on pratique quotidiennement notre spatialité ? Comment est-ce que les rapports de genre se traduisent dans l'espace ? Tout simplement, elle donne des exemples très simples dans la cour de récréation. La majeure partie de la cour de récréation est occupée par les petits garçons et les petites filles sont sur le côté, en train d'attendre. Et donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans son regard, c'est que c'est un regard assez nouveau sur le féminisme que j'avais pas trop encore vu, parce que j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, et ça, c'était quelque chose que j'avais pas encore trop croisé, le rapport à la géographie et à l'espace. Et c'est surtout qu'elle donne énormément d'exemples et d'informations. Et ça étaye vraiment très bien son propos, et ça nous permet de voir avec un œil différent, un angle différent, quelque chose qu'on pratique tous les jours. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Et en plus de ça, elle va nous donner une solution, en fait, pour essayer de contrecarrer un petit peu cet état des lieux. Et elle va nous proposer de contre-cartographier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Contre-cartographier, ça veut dire se réapproprier son espace, en se réappropriant aussi des informations qui nous concernent, montrer qu'on existe dans des lieux qui, des fois, nous invisibilisent, nous, femmes, mais aussi êtres humains. Elle propose la cartographie, elle, sous forme d'atelier, et elle montre plein d'exemples de cartographie qui sont hyper intéressants. Par exemple, elle montre comment est-ce que des quartiers au Kenya sont complètement invisibilisés sur Google Maps, c'est-à-dire que c'est des forêts, et des gens décident de faire par eux-mêmes une carte de leur quartier pour montrer qu'en fait c'est un quartier qui existe. Ils pointent la boulangerie, ils pointent tout ce qui fait que le quartier existe vraiment et que l'État ne voudrait pas voir parce que ça voudrait dire donner des subventions, refaire des infrastructures, des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout le principe de ce livre-là, c'est que en plus de donner un nouvel angle vraiment tout à fait novateur sur le féminisme et la lutte féministe, elle propose une solution et elle nous dit qu'on peut tous prendre un crayon et réfléchir ensemble, en atelier, en groupe, à montrer comment est-ce qu'on peut se réapproprier nos lieux.
Pour terminer, nous retrouvons Julien au rayon art. Il nous parle de 3 ouvrages parus en cette fin d'année et à découvrir absolument. Pour cette fin d'année, le choix était cornélien et je me suis arrêté sur 3 livres passionnants. Le premier, c'est Le voleur d'art, une histoire d'amour et de crime de Michael Finkel aux éditions Marchiali. Un livre complètement hallucinant. Ça fait écho à un autre livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle L'homme qui aimait trop les livres. Et on est dans la même thématique, c'est-à-dire un homme, un passionné qui a existé, Stéphane Breitweiser, qui pendant près de 20 ans, début des années 90 à 2000, avant de se faire prendre, a volé plus de 200 chefs-d'œuvre de différents musées de France, d'Europe, de Suisse, pour constituer une collection personnelle. Il ne conçoit pas que les œuvres soient enfermées dans des musées, et pour cela, il a choisi d'en voler certaines. Sa méthode opératoire est assez atypique, et avec l'aide de sa petite amie de l'époque, il va justement voir toutes les failles qu'il peut y avoir dans certains musées ou certaines chapelles ou églises qui n'ont pas les moyens de caméras ou de vidéosurveillance. Et donc, il va voler au début pas mal de petits chefs-d'œuvre, donc les mettre dans la poche. Et de fil en aiguille, ça va devenir presque pathologique. On peut le voir comme un bouquin de criminologie, où on essaie de décrire un peu ce qui se passe dans la tête des gens. Et il nous décrit qu'au fur et à mesure qu'il vole, il va continuer à trouver le chef-d'œuvre absolu, le chef-d'œuvre encore plus important. Tous ces chefs-d'œuvre vont être dans une petite chambre, sa petite chambre d'étudiant, au-dessus de la maison de sa mère, dans un pavillon parisien. Quand les flics, à la fin, vont découvrir le Potero, ça va mettre des années. C'est juste incroyable parce qu'il y a pour plus de 200, 300, 400 millions, en toute impunité. Pendant 20 ans, il a réussi à créer ce musée pour lui. Et la fin est assez étonnante. C'est digne vraiment d'un roman policier. Alors, je ne vais pas vous spoiler, même si vous pouvez la voir sur les sites internet, mais ce livre m'a donné envie de prolonger vraiment la vie de cet homme. J'ai vu des interviews, j'ai écouté des radios, des podcasts. C'est juste hallucinant et je vous le recommande vivement puisque ça a beau être réel, mais tout se lit comme un roman. Les éditions Heubec publient les chefs-d'œuvre disparus, ces trésors que vous ne verrez jamais plus. Sophie Pujas est spécialiste justement des livres, des anthologies assez surprenantes. En feuilletant ce livre, j'étais loin de me douter qu'il y avait autant de chefs-d'œuvre qui ont disparu. Alors, disparus, soit volés, donc il y a tous les grands vols du XXe siècle, du XIXe et du XXe siècle qui sont racontés, mais aussi des œuvres spoliées durant la guerre qui n'ont jamais été retrouvées. Donc il y a tous... cette légende urbaine, savoir si est-ce qu'elles existent toujours, est-ce qu'elles sont cachées dans des coffres-forts, dans des vieux châteaux, donc c'est assez incroyable. Les œuvres brûlées, soit dues à des révolutions, à des putschs, à des guerres. Donc Sophie Pujas met en exergue justement la photo de l'œuvre avec un petit topo justement sur l'histoire de l'œuvre et comment elles ont été spoliées, volées ou brûlées tout au long de cette anthologie incroyable. Parmi les chefs-d'œuvre, il y a notamment une huile de Gustav Klimt qui a été brûlée en 1945. Quand on voit le visuel à côté, on se dit mais quelle perte pour l'histoire de l'art. Des tableaux de Van Gogh, de Rembrandt, du Caravage, des sculptures monumentales. Et ce qui en fait presque un... Si on devait rassembler toutes ces œuvres disparues, on pourrait créer un nouveau musée si on les retrouvait aujourd'hui ou si on pouvait les réhabiliter. Le Tour du monde du papier, c'est le 3e livre que je vous propose de Julie Ozillon aux éditions Pyramide. Au demeurant, maison d'édition que je vous recommande fortement tant ils ont un catalogue riche et varié. Je me suis arrêté sur ce livre en lien avec ma passion personnelle qui est le papier, mais c'est un livre qui peut convenir à tout type de gens dans le sens où elle nous raconte
la fabuleuse histoire de ce médium qui ici nous rassemble tous, qu'on soit lecteur, qu'on soit créateur. Le papier a une histoire juste incroyable. Donc elle nous raconte comment est arrivé le papier sur chaque continent. Et elle nous donne aujourd'hui des adresses ou des idées de créateurs qui le manipulent, soit pour la relure, pour la mode, pour l'origami, pour tout un tas de sujets. Et donc, on a aussi des adresses en fonction des pays qu'on va visiter. Donc, c'est une sorte de guide en même temps qu'une anthologie de l'histoire des moulins à papier aussi en Europe qui ont été très variés, notamment en Bretagne et dans le Finistère Nord. Les grandes bibliothèques qui ont un savoir-faire, celles qui préservent justement tous ces trésors qui datent de millénaires. C'est un livre autant pour les créateurs que pour les historiens, que pour les passionnés du papier. C'est la fin de cet épisode des Éclaireurs de dialogue. Un grand merci à Julien, Adeline, Nicolas, Laure, Marion et Mégane. Nous espérons que ces conseils vous ont conquis et que vous vous emparerez à votre tour de ces livres. Vous pouvez retrouver toutes les références de titres présentés en description de cet épisode. Ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et vous pouvez aussi retrouver une foule d'autres conseils dans notre catalogue de Noël, disponible en ligne et à la librairie. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.